Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo, une vidéo que nous allons consacrer bien évidemment à la rencontre JDA Dijon-Asvel, une rencontre ultra importante pour les deux équipes. En cas de victoire de Dijon, ils pourront toujours espérer à se qualifier en playoff. En cas de défaite, c'est terminé. De même pour que l'Asvel, en cas de victoire, ils sont officiellement qualifiés en playoff. En cas de défaite, il faudra gagner la dernière journée contre Gravelines. On reviendra sur cette rencontre en fin de vidéo. On va tout d'abord parler de la finale de la Coupe de France. On parlera des trophées LNB concernant les trophées de l'année 2016 et du joueur du mois. De la FIBA du Final Four qui s'est déroulé à Chalon le week-end dernier. Et enfin, troisième journée avec une petite présentation de ce match. Alors, concernant la finale de la Coupe de France, Le Mans s'est imposé 88-75. On avait fait notre première vidéo sur ce match-là. Les Manceaux, bien sûr, ont déroulé leur basket avec un gros premier carton 17-27. Je l'ai dit et je le répète, les Villeurbanais ne gagneront pas de titre s'ils ne défendent pas plus. C'est leur marque de fabrique. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre 27 points dans le premier carton. Et à côté de ça, ils peuvent pas, c'est pas dans leur standard de marquer 88 points. Alors, j'ai eu la chance d'avoir pu être au Final Four de Chalon ce week-end. Et il y avait la devise de Francfort qui était l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres. C'est totalement ça. Alors vous allez me dire, Le Mans a, a marqué 88 points, c'est un match d'attaque. Oui, mais Le Mans a encaissé 75 points. Et à côté de ça, Villeurbanne n'a pas du tout été dans ses standards. Alors, il y avait eu un match déjà Asvel-Le Mans dans la semaine. L'Asvel avait remporté le match de 34 points par rapport au Mans. C'était sûr que les Manceaux n'allaient pas passer à côté de ce match-là, hein. Donc voilà, en ce qui concerne le score, comme je l'ai dit, 17-27 lors du premier quart-temps. Pour Le Mans, c'est trop de points encaissés pour l'Asvel. À côté de ça, deux stats d'équipe, hein. Le Mans a shooté à 36% à 3 points, pendant que les shooters villeurbanais ont shooté à seulement 20%. Alors de tête, il me semble que Le Mans en plus a shooté 5 shoots de moins que Villeurbanne. Donc les Villeurbanais pas dans leur standard habituel à 3 points, pas dans leur standard défensif. Et ce problème récurrent de 14 balles perdues pour Villeurbanne, qui est trop, hein, pour une finale. Quand on voit Le Mans a perdu seulement 8 balles, les Villeurbanais sont passés pour moi à côté de cette finale. Alors ce qui est dommage, c'est qu'ils aient beaucoup de joueurs de finale, hein. Beaucoup de joueurs capables de gagner ce genre de match. Et tous ces joueurs-là sont passés donc à côté de leur match et c'est bien dommage. De l'autre côté, du côté des flops, Mitcham. Alors je parlais des trois Américains, hein, je parle de Mitcham bien évidemment. De trois Américains du côté de Villeurbanne. Alors il faut savoir que pour ceux qui connaissent très peu le championnat de France, trois Américains qui passent à côté d'un match, c'est énorme. En France, on a une ossature qui est plus basée sur les Américains et les joueurs de complément, c'est plus des Français. Il y a certains clubs maintenant qui commencent à faire le contraire en faisant une ossature française avec des joueurs de complément américains. Mais quand on a un Américain dans notre 5 de majeur qui passe à côté, c'est déjà pas mal. Mais quand on en a 3 qui passent à côté, ça fait beaucoup. Mitcham, 2 points, 0 d'évaluation. Lighty, 4 points, 1 sur 6, 0 d'évaluation. Watkins, sur sa saison, on fait une moins bonne saison qu'à Chalon-Reims, mais fait quand même une bonne saison. 2 points, 0 sur 3. Donc c'est 2 lancers francs, 5 rebonds, 5 d'évaluation. Villeurbanne ne peut pas gagner si 3 joueurs majeurs, même si Mitcham maintenant est plus décalé en poste 2, mais 3 joueurs majeurs passent à côté. C'est clair, c'est net. Mitcham, Lighty n'est pas un joueur majeur, c'est Kaudi qui est titulaire, mais l'Asvel ne pourra pas gagner de titre, il ne pourra pas espérer, s'il joue les playoffs, aller loin en playoffs avec 3 joueurs qui passent comme ça à côté. Alors ce qui est décevant dans la saison de l'Asvel, c'est que quand j'ai vu les premiers matchs de l'Asvel, matchs amicaux plus les premiers matchs du championnat, je crois qu'ils étaient premiers pendant un moment, l'Asvel avait déjà une très bonne défense. Pour moi, une équipe qui commence la saison avec une très bonne défense, où il y a juste l'attaque à mettre en place, c'est une équipe qui a déjà un temps d'avance sur tout le monde. Or, l'Asvel a commencé avec une très bonne défense, mais l'attaque ne s'est jamais améliorée.
Il n'y a jamais eu une amélioration de leur attaque, jamais on a senti un collectif se créer. Très bon collectif défensif, mais très faible collectif offensif. Alors l'Asvel arrive à être dans le top 8, heureusement, mais l'Asvel a pour moi gâché quelque chose cette saison. Même si la saison n'est pas finie et qu'ils peuvent très bien aller chercher un titre. Mais pour ça, il faudra que Mitcham et Lighty retrouvent leur niveau qu'ils avaient à Nanterre. En concernant les tops, c'est bien sûr, il y a un top qui n'a pas été MVP, mais qui aurait pu être MVP, c'est Moufiarou. Mouftaou Yarou a fait 10 points, 10 rebonds, 19 d'évaluation. Bon, je vais en reparler après de Yarou. Mais pour moi, il fait une saison extraordinaire. Et sur une finale, il fait encore un double-double avec 19 d'éval. C'est magique. Lofton, MVP du match, il est dans mes tops aussi. J'ai pris que 2 tops. Hein. Je vais en parler d'un troisième. Dale Lofton, 21 points, 5 sur 9 à 3 points, 19 d'éval. Alors vous allez me dire, oui mais Yarou 19 d'éval avec un double-double, Lofton seulement 21 points avec 19 d'éval. Il faut savoir que Lofton, quand il a mis ses paniers, alors mis à part le premier qu'il doit mettre, les 4 autres, à chaque fois il est marqué. Il y a une action qui m'a marqué durant le match, c'est Nicolas Lang qui a la main sur la tête de Lofton. Lofton tente le shoot. Tu te demandes comment il fait pour voir le panier. Et même Nicolas Lang montre qu'il a la main sur la tête du mec. Mais malheureusement pour lui, c'est dedans. Et Lofton a mis que des gros shoots. À chaque fois, quand le Villeurbanne revenait, à chaque fois, Lofton a mis des gros shoots. Du côté des tops du Mans, j'ai pas mis de flop du côté du Mans, je vais mettre quand même un top du côté de Villeurbanne. C'est Kaudi qui a réalisé un énorme match. Kaudi qui est vraiment là pour remonter, je ne vais pas dire remonter le niveau, mais qui est vraiment là en capitaine. Très très gros match de Charles Kaudi, une fois de plus. Mais malheureusement, Le Mans, son ancienne équipe, s'impose donc 88-75. En ce qui concerne notre match, Villeurbanne va virer en tête à la mi-temps. Il vire en tête, 14-7 pour Villeurbanne face à Dijon. On va maintenant parler des trophées LNB 2016 qui ont eu lieu, du trophée aussi joueur du mois. En ce qui concerne les trophées joueurs du mois, les 3 nommés sont Hazel de Chalon-sur-Saône, Holston de la JDA que vous voyez actuellement et Schuller de Monaco. Alors, en ce qui concerne mon choix personnel, ça serait plutôt Schuller car il réalise une très bonne saison dans une très bonne équipe de Monaco en étant premier de la Pro A. Monaco va finir sans doute, et même j'en suis quasiment sûr à 100%, vous pouvez même le parier, la cote doit être basse, va finir premier et Schuller réalise une très bonne saison. Il était souvent critiqué avant, comme c'était un joueur offensif, il pourrait jamais être dans une équipe un rôle défensif, et ben il est en train de prouver le contraire cette saison. Donc pour moi c'est le MVP du mois, Schuller. En ce qui concerne les trophées de l'année, le MVP 2016 est bien sûr Devin Booker. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le frère de Trevor Booker. Il jouait à Nancy il y a 2 ans, avant de se faire couper au bout de quelques matchs. Donc lui a dit, les dirigeants de Nancy m'ont dit tu n'auras jamais le niveau de la Pro A. Et il a une belle revanche là-dessus. Donc après son passage à Nancy, il a été tout de suite en Pro B à Bourg-en-Bresse. Il a été champion de France avec Bourg-en-Bresse. Il est monté donc en Pro A, fait une bonne saison l'année dernière avec Bourg-en-Bresse. Malheureusement, Bourg-en-Bresse est descendu. Et cette saison à Chalon-sur-Saône, il reste une saison pleine. Alors, c'était pas facile pour lui en début de saison car c'est une équipe de shooters à Chalon. Et il fallait qu'il s'impose. Il n'avait pas forcément des systèmes prévus pour lui. Mais il a réussi à se faire respecter, à choper du rebond, à marquer des bons paniers. Et c'est ce qui fait aussi la réussite de l'élan Chalon cette saison, c'est qu'ils ont une très bonne alternance au niveau intérieur-extérieur grâce à Devin Booker. Donc félicitations à lui, c'est pour moi amplement mérité. Et malheureusement pour nous, comme je pense Moufiarou, Devin Booker ne fera plus partie du championnat de France la saison prochaine. C'est bien dommage. En ce qui concerne le meilleur jeune, c'est Tili Kina
devant Lubaki. Alors, excusez-moi si je le prononce mal, mais Lubaki aurait mérité pour moi d'être meilleur jeune cette saison. Tant il a fait une saison pleine à Orléans, il a joué tous les matchs. Il aurait mérité largement ce trophée. Malheureusement pour lui, c'est pas lui qui a été désigné. Et c'est Ntili Kina qui a été désigné, le joueur de Strasbourg, qu'on a vu beaucoup dans nos vidéos. Le meilleur défenseur, c'est Charles Kehedi devant Matt Howard. Alors j'en cite, comme pour le MVP, que un, il était devant Joe Stimson, ou que deux. C'est parce que c'est pour moi des choix qui sont un peu, pas litigieux, mais pour moi c'était deux personnes qui méritaient amplement le trophée. Donc là pareil pour défenseur, je parle de Kehedi, je parle de Howard. Parce que pour moi, Kehedi cette saison n'est pas qu'un défenseur, il a un gros rôle d'attaquant, il est ultra important dans le système de l'Asvel. Donc c'est pour ça que j'en parle, que Matt Howard cette saison à Strasbourg a un rôle défensif exceptionnel. C'est pas un joueur, Matt Howard, qui va vous enflammer, qui sera MVP du championnat, mais c'est pour moi un joueur aussi important qu'un Booker dans une équipe. Howard, ça s'est encore vu contre Chalon-Reims, et là en présence il fait le sale boulot. Il fait le rebond, il nettoie la raquette, il fait tout ce qu'il faut. Pour moi c'est vraiment un joueur de devoir, un joueur qui se plaint pas. C'est rare aussi de le voir contester une décision arbitrale, c'est vraiment un joueur très agréable à voir, Matt Howard. Et c'est pour moi un choix discutable dans le sens où Kehedi n'est pas qu'un attaquant et qu'Howard cette saison a vraiment passer encore un palier au niveau défensif exceptionnel. Mais bon, Kehedi mérite pour moi aussi amplement ce trophée. Meilleure progression. Alors je vais citer les trois, mais ça ne veut pas dire que je conteste le choix, au contraire. Will Guigueté, meilleure progression, joueur de Portez, ancien joueur du Havre, a réalisé une saison pleine. Donc c'est un petit pivot super explosif, qui va chercher du rebond, qui ne se laisse jamais attraper en défense. C'est vraiment un gros défenseur aussi. Will Guigueté, meilleure progression, j'en suis amplement content et c'est amplement mérité pour lui. Moufiarou, deuxième de la meilleure progression. C'est pareil, Moufiarou, vous ne le reverrez pas l'année prochaine à Lyon. Mais il a réalisé une très très grosse saison. Il mérite largement ce titre cette deuxième place en meilleure progression. Et enfin, Devin Booker, meilleure progression aussi par rapport à la saison dernière. Il mérite aussi sa place largement. Enfin, on va parler des coachs. Meilleur entraîneur, Vincent Collet devant Mitrovic. Alors c'est vrai que ça fait un peu parler ce choix. Mais Vincent Collet a vraiment, avec une belle équipe, réussir à les amener. Il y avait quand même, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, la dernière équipe à être allée en finale de la C2, c'était l'Élan Chalon. Et ça devait être en 2001 ou en 2002. C'était à l'époque la Coupe Saporta. Donc, vous imaginez bien, 15 ans après qu'un club arrive de nouveau en finale de la Coupe d'Europe, de la C2, c'était un peu obligé que Vincent Collet soit meilleur entraîneur devant Mitrovic. Alors, Vincent Collet aussi deuxième du championnat, Mitrovic est premier. Je ne trouve pas forcément ça injuste dans le sens où il n'y a pas non plus 10 victoires d'écart entre le premier et le deuxième. Il y a seulement 2 victoires d'écart, sachant qu'ils ont perdu de l'avance après leur première finale, après la qualification en finale, excusez-moi. Donc pour moi, je ne suis pas forcément un amoureux de Vincent Collet, mais pour moi c'est un choix super logique, car Vincent Collet a réalisé vraiment une très grosse saison avec un groupe pour moi beaucoup moins fort que l'année dernière. L'année dernière, ils avaient largement la place d'aller en finale de la Coupe d'Europe et ils étaient passés à côté de leur 8e de finale à domicile. Là, cette saison, ils réalisent une grosse saison et en plus, ils ont été en finale sans démériter en finale. Pour moi, c'est un choix logique. Mitrovic a réalisé jusqu'à présent une grosse saison avec déjà un titre 1, vainqueur de la Leaders Cup. Alors, est-ce que Mitrovic va réussir à enchaîner avec son équipe en play-off? Je pense que oui, car ils ont un effectif à la rallonge. Pas de Coupe d'Europe cette saison. Je pense qu'ils vont aller loin en play-off. Je les vois bien en finale. Maintenant, Mitrovic, deuxième place, pour moi, c'est logique aussi. Donc c'est pour moi pas un choix litigieux. En ce qui concerne notre match, l'Asvel vire en tête à la mi-temps. 26-18. On suivra le quatrième quart-temps, on commentera ce dernier quart-temps. C'est loupé, 26-18 pour Villeurbanne à la fin
de ce deuxième quart-temps. On va parler maintenant de la 33e journée, bien sûr, hein, avec un Nanterre-Paris-Levallois qui s'est joué et Nanterre a gagné. Pau a gagné aussi contre Rouen. Alors je ne parlerai pas de tous les matchs, je parlerai seulement de certains matchs qui sont clés. Gravelines-Chalon, match super important vu du top 4. Le Mans-Nancy, victoire obligée pour les Manceaux face à un effectif de Nancy très réduit. Dijon-Asvel, on va faire la présentation tout à l'heure. Strasbourg-Limoges, on a fait une vidéo là-dessus. Chalon-Reims, Monaco qui devrait sans doute gagner. On parlera de la prochaine journée lors d'une prochaine vidéo. Alors Strasbourg a recruté un nouveau meneur. Monaco a recruté un nouveau pivot. Deux équipes qui clairement affichent maintenant des ambitions pour le titre. Hein. C'est clair, là c'est des recrutements qui veulent dire écoutez, nous on joue le titre et attention à vous. C'est clair que ces deux recrues arrivées vers la fin de saison, c'est dans le règlement, ils ont le droit. Et ils en profitent, ils ont les moyens, et ils ont bien raison. Alors actuellement Monaco a 25 points, Strasbourg 23, Le Mans 21, Chalon 21, 25 victoires, 23 victoires, 21 victoires, 21 victoires. Gravelines 20 victoires, Asvel 20 victoires. Nanterre donc était à 20 victoires avant le début de cette journée, est passé à 21. Pau avait 19 et passé à 20. D'où l'importance des Dijonnais de gagner ce match puisqu'ils sont à 18 victoires. En cas de victoire, ils sont à une victoire toujours de Pau et une victoire de l'Asvel. Plus, ils ont le point avérage sur les deux. Point avérage particulier. Donc, Dijon a encore sa chance en cas de victoire. Pour cela, il faut qu'il gagne lors de derniers matchs. Sachant que le dernier match, on en a parlé, c'est le derby à Chalon. Ce qui concerne l'Asvel, Dijon, l'Asvel avait gagné l'aller 69-67. Le MVP du match, c'est Charles Kehudi. Et comme je dis, Charles Kehudi n'est pas qu'un défenseur. Il faut arrêter de le cantonner au défenseur. 13 points, 9 rebonds, une passe d'aise lors de ce match. Avec une éval à 17. Au niveau des statistiques un peu particulières, l'Asvel sur ce match-là avait complètement bouffé au rebond les Dijonnais. 39 rebonds à 26. Alors pourquoi les Dijonnais avaient réussi à rester dedans? C'est parce que l'Asvel avait tout simplement perdu 17 balles contre 8 contre Dijon. C'est toujours ce souci, on voit lors de certains matchs. Là, ils avaient dominé au rebond, mais quand une équipe contre Le Mans où ils ne peuvent pas dominer au rebond, quand l'Asvel perd beaucoup de balles, l'Asvel a très peu de chances de gagner. Contre les Dijonnais, l'Asvel avait pris énormément de rebonds, ce qui fait qu'ils avaient gagné. Les joueurs de Villeurbanne avaient fait 13 fautes, les joueurs de Dijon 20 fautes. Les Villeurbanais avaient shooté à 11 sur 16 au lancer franc. Et les Dijonnais avaient fait un 9 sur 9, alors que d'habitude, ils sont à 70% environ hein, sur cette saison. Donc, 2 points importants, les balles perdues, les rebonds. À 3 points, les Villeurbanais avaient été insolents, 8 sur 18. Contre Dijon, 8 sur 23. Alors, c'est deux, et on en a déjà parlé, c'est les deux meilleures défenses du championnat. Donc, l'Asvel était première défense, avant c'était Dijon. C'est deux équipes qui encaissent moins de 70 points par match. Et c'est deux équipes qui collectivement, en défense, arrivent à faire de grandes choses. Donc pour moi, l'Asvel depuis le début de la saison, c'était le premier match à Strasbourg, avait fait déjà montrer qu'ils avaient une très belle défense. Dijon, c'est leur marque de fabrique, hein, que ce soit avec Jean-Louis Borg, maintenant avec Laurent Lenam. C'est leur marque de fabrique, c'est la défense. Et avec le petit budget qu'ils ont, c'est déjà très beau de voir des joueurs se défoncer comme ils font sur un terrain. Ne pas hésiter à faire les écrans de retard, faire les efforts, faire la faute. C'est des petits détails qui font gagner des matchs. Et si Dijon aujourd'hui est en passe, peut prétendre plutôt de se qualifier pour les playoffs, c'est grâce à ce collectif. Les Dijonnais étaient remontés grâce à un 12-22 dans le troisième quart-temps. Ils avaient été monstrueux. Alors, je l'ai déjà dit, mais Villeurbanne ne peut pas gagner le match en encaissant 22 points dans un quart-temps, plus de 20 points dans un quart-temps. Et là, les Dijonnais avaient rattrapé leur retard dû à ce 12-22, dû notamment à de nombreuses pertes de balles. Dans ce match, Andersen avait mis 14 points.
Kaudi 9 rebonds, Mitcham 5 passes décisives, Kaudi 17 d'évaluation. On voit que c'est très bien réparti au niveau des points, passes d'ess et des rebonds. Au niveau de Dijon, Williams a mis 18 points, Esson 8 rebonds, Axel Julien 5 passes d'ess et Marc Judith 18 d'éval. On voit aussi là le collectif aussi qui prime sur l'individualité. Beaucoup de joueurs qui touchent énormément de ballons du côté de Dijon, ça se fait passer la balle et au final ça cherche des paniers faciles pour aussi le collectif, la défense. On sait toujours qu'une bonne défense amène souvent un panier facile. On va parler de cette 34e journée avant l'heure, on fera une vidéo bien sûr dessus. Il y aura un Monaco-Cholet, je pense Monaco va se qualifier, va gagner. Paris-Levallois-Le Mans, alors c'est pas un match simple pour les Manceaux car j'ai vu Paris-Levallois contre Nanterre. Et Paris-Levallois c'est très fort à l'intérieur. Il manque juste un petit peu de cohésion sur certaines actions et les Parisiens arrivent vite à se démobiliser. Mais pour moi, à domicile, ça va être très très dur pour les Manceaux d'aller chercher les Parisiens. Surtout qu'ils voudront faire un bon dernier match, je pense. Paris qui, avec le changement d'entraîneur, qui est passé d'Antoine Rigaudot à Frédéric Foutou, est monté en puissance tout au long de la saison et ça fait plaisir. Le Havre Strasbourg, le Havrais, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, en marquer un superbe panier hier soir contre le Havre au buzzer pour s'offrir, je crois, leur 4e victoire. Allez voir cette vidéo, c'est pas mal. Orléans-Pau, ça va être dur aussi pour les Palois à Orléans. Orléans qui a réalisé un bon mois d'avril. Attention à Pau qui peut tout perdre sur ce match. Ils auront la pression Pau. Nancy-Nanterre, je vois Nanterre s'imposer largement. Asvel-Gravelines, on fera une vidéo sur Asvel-Gravelines car c'est un match chaud pour ces playoffs. Et Chalon-Dijon, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà, en ce qui concerne la dernière journée du championnat, on se dirige maintenant vers la fin de notre carton virtuel avec Villeurbanne qui gagne 34 à 22. Et on commentera bien sûr tout le dernier carton. Well, through 3/4 of play, down double digits, it may be difficult to overcome. It's the Celtics up by 12. And right after this, we'll bring you the start of the final quarter. On se retrouve donc pour le dernier carton. Un carton pour l'instant que les joueurs de Villeurbanne mènent 34 à 22. Faute de David Alston pour commencer, faute sur le drive de Casper Ware. Faute un peu inutile. Chercher le passage en force. Avec Casper Ware pour la remontée de balle. Il a du mal, attention. Eh ouais, 8 secondes. La très bonne défense de David Alston qui permet de récupérer une balle. Ils sont à moins 12, les joueurs de Dijon. Remise en jeu, Marc Judith. Marc Judith qui va retrouver son meneur, David Alston. Pour lui, Marc Judith à 3 points. Et ça rentre. Moins 9. Maintenant pour les Dijonais. Casper Ware qui remonte la balle, qui a du malin à passer à chaque fois. David Alston, il perd bien chaque fois 5-6 secondes. Livio Jean-Charles pour Casper Ware, pour Nicolas Lang. Ouh là là, balle perdue. Bien anticipé par Tyler Kane. Ryan Brooks. Et c'est loupé. Rebond de Livio Jean-Charles. Nicolas Lang qui temporise la balle. Livio pour Casper Ware et c'est loupé. Marc Judith au rebond. Casper Ware à 5 points, une passe. Pour l'instant, c'est pas terrible. David Alston. David Alston qui joue en un contre un Nicolas Lang. Il est passé. Et 2 points faciles là, pour David Alston. Petit temps mort demandé par Latvel. C'est reparti
parti, Casper Ware. 34-27 pour Villeurbanne. Livio Jean-Charles. Petit shoot facile pour Nicolas Lang. Ah oui, c'est dedans. Alors l'annonceur est toujours aussi fort, je ne comprends pas pourquoi. Sachant que je l'ai mis à 0. Temps mort demandé par la JDA. Donc comme je l'ai déjà dit, des temps morts comme ça on peut pas les demander à un plein milieu de la possession. On n'a pas le droit en France. Hein. On a vu Daryl Watkins là. Anderson pour l'instant fait un match pas terrible, hein. 2.5 rebonds. Remise en jeu. David Alston, il est passé. Encore de petits points faciles pour lui. 4 points dans le carter pour lui. Dans le carton. Et encore une faute. Il est vraiment omniprésent, David Alston. Il fait des fautes, il marque des points. Attention, deuxième faute d'équipe hein, pour les joueurs de la JDA. Avec Casper Ware qui va remonter la balle. 36-29. Attention à la remontée des Dijonais. Villeurbanne qui doit impérativement marquer sur cette possession. Anderson, Nicolas Lang. Casper Ware à 3 points. C'est loupé, une bonne brique. Et rebond pour Kevin Dinal. Holston récupère la balle. Marc Judith. Marc Judith qui perd la balle contre le contact avec Kaudi. Casper Ware qui relance l'action. Kaudi pour Anderson dessous. Qui joue Kane. Anderson. 2 points faciles. 4 points pour Anderson maintenant. Et de nouveau une balle pour Holston. Attention à la JDA. Holston qui force Holston, ça rentre. 38-31. Et interception d'Holston pour Kevin Dinal. Et 2 points de plus. 38-33 pour l'Asvel. La JDA revient à 5 points. Attention, il reste encore 3 minutes dans le carton. Tout est possible. Anderson qui le joue 1 contre 1. Qui voit Nicolas Lang. Eh, belle passe. Nicolas Lang qui est déjà à 10 points. Alors c'est plus un jeu à 3 points qu'il a Nicolas Lang. Mais il sait maintenant aussi à les provoquer, rentrer dans la raquette. Holston face à Casper Ware. Holston pour Marc Judith. Marc Judith tout seul. C'est loupé. Et Nicolas Lang au rebond. Plus 7 hein, pour les joueurs de Villeurbanne. Kaudi, Watkins qui est rentré à la place de Livio Jean-Charles. Anderson, c'est loupé Anderson, c'est dommage. Belle défense de Kevin Dinal. Et on repart en contre-attaque. Bon repli offensif du côté de Villeurbanne. Ryan Brooks. Il est passé Ryan Brooks. Oh là là, c'est loupé, il avait fait le plus dur en arrivant à passer son adversaire. Casper Ware qui temporise. Pour Anderson, il peut les prendre ces shoots là Anderson. Anderson à 3 points. Ah oui, c'est dedans. 7 points, 6 rebonds, il vient de marquer 5 points sur ce carton David Anderson. On disait qu'il faisait un match pas terrible. Et ben il est en train de répondre à ses détracteurs. Et temps mort demandé par la JDA car la JDA reste à 10 points de Villeurbanne. Et ça va être très dur pour eux de remonter. Ryan Brooks. Prise à 2. Marc Judith. Ah, c'est loupé encore. Anderson au rebond pour Casper Ware. 1 minute 48 à jouer. Toujours 10 points d'avance. Kaudi qui joue au poste Marc Judith. Kaudi. Ah, c'est loupé. Rebond pour Marc Judith. Marc Judith qui relance. Ryan Brooks. Oh, il est passé Ryan Brooks. Oh, le contre de Watkins. La double lame avec Anderson derrière. Ça fait mal. Et Casper Ware qui relance. Maintenant pour Nicolas Lang. Anderson qui est chaud. Pour Nicolas Lang qui a demandé un écran. Oh là là, Watkins. La passe était osée, ça passe. 12 points d'avance. Les Villeurbanais. Oh, Nicolas Lang. Non. Les Villeurbanais qui sont en marge de s'imposer, de valider leur ticket pour les playoffs. Nicolas Lang pour Marc Judith.
Nicolas Lang, je dis n'importe quoi. Alston qui est passé. Ou la faute. La faute de David Andersen. Alors je pense pas que ce soit un très bon choix de faire faute sur David Alston. Le premier réussi pour David Alston, le deuxième aussi. Il fait un gros carton, je crois qu'il a marqué 8 points dans ce carton. Casper Ware qui relance. Cody, Ware. Ils vont temporiser les Villeurbanais. Ils ont assez de points d'avance. Il reste 34 secondes. David Andersen qui provoque encore une faute. Il n'aura pas le 2+1. La faute de Kevin Dinal. Andersen, le premier shoot. Il est dedans. 8.7 rebonds de passe. Le deuxième shoot. Et également. Axel Julien qui relance. Marc Judith. Marc Judith est passé. Provoque la faute, Marc Judith. Alors Alexandre Chassang, je sais qu'il y a 2 S à Chassang, mais je n'arrive pas à rentrer dans Touquet Chassang avec 2 S. Touquet ne veut pas. Donc je laisse Chassang avec un S. Judith au premier lancer. Réussi. Judith le deuxième lancer franc. Réussi également. Allez, Edouard Choquet, 22 secondes. La dernière possession est pour les joueurs de Villeurbanne. Ils vont peut-être pas la jouer. Temporise, Edouard Choquet. Attention, Dijon dans la pénalité. Alex Chassang qui provoque la faute de Paoletti. Chassang, premier lancer franc, c'est mis. 6 points pour lui. 2 points de rebond. 6 points de rebond de passe, je voulais dire. 7 points. Allez, Jack Allenguet pour Axel Julien. Livio, Jean-Charles qui monte bien sur lui. Marc Judith à 3 points. Et c'est loupé. Victoire de Villeurbanne. 49-37. Des Villeurbanais qui ont fait le taf pour s'imposer. On va voir qui c'est le joueur du match. Je mets une pièce quand même sur David Andersen qui a fait un dernier carton assez costaud. Le Jordan Player of the Game. Ah oui, David Andersen, 9 points, 7 rebonds de passe. Il a fait un gros match, un gros quatrième carton. Parce qu'au début du quatrième carton, je crois qu'il était à 2 points. Merci les gars pour cette petite émission. On va passer maintenant aux statistiques. Alors, on va passer plutôt sur la comparaison des équipes. 49-37, donc 33% seulement pour Dijon. 3 sur 16 à 3 points, 19%, très faible pourcentage. Au niveau des rebonds, 25 rebonds à 16 et 0 pour Dijon qui s'est fait détruire à l'intérieur. 14 passes décisives à 8. L'apport du banc supérieur du côté de Villeurbanne. 14 à 7 au premier carton, 14 à 11 au deuxième. 6-4 dans le troisième, 22% du côté de Villeurbanne, 18 du côté de Dijon. Ça reste faible. Feuille de match, Marc Judith, 11 points, 1 sur 6 à 3 points, 4 sur 12. C'est vraiment faible. Alston, 8 points. Brooke, 5 points. 1 sur 6 aussi au shoot. Kevin Dinal, 5 points. Tyler Kane, 4 points de rebond. Jacques Allenguet, 2 points, 3 rebonds, 3 passes. Axel Julien qui n'a pas beaucoup joué. 8 minutes avec 2 points. C'est J. Williams, pas beaucoup joué non plus, étonnant. J'ai l'impression que Marc Judith joue beaucoup plus que lui.
Essen, pas beaucoup de points non plus pour les tirs rentrés à la fin. Tout comme Yao Delon. Passer sur les stats maintenant de Villeurbanne. Nicolas Lang 10 points. Andersen 9 points. Nicolas Lang qui était précis à 3 points. Watkins 8 points, 5 rebonds. Ils ont fait un bon dernier quart-temps, Andersen et Watkins, qui avait dit est à 5 points, il me semble. Casper Ware 5 points. Je regardais en même temps les shoots. Trenton Mitchum est passé un peu à côté, tout comme David Lighty. Voilà en ce qui concerne ce match. En tout cas, merci de nous avoir suivis et on fera une prochaine vidéo donc sur le match Gravelines Villeurbanne. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.